Mais d'abord, j'ai envie de vous saluer, faire un grand bonjour commun à toutes les trois. Bonjour Sophie Signé. Bonjour. Vous êtes vigneronne dans un petit domaine familial, hérité de votre maman, installée en région mâconnaise depuis combien de temps? Depuis 2000. Ouais. 18 ans. Ça se passe bien? Ça va. Bon, écoutez, on aura l'occasion d'en parler sans souci. Virginie Topenot, bonjour. Bonjour. Alors, maman de Maxime, de Manon, mais surtout aussi vigneronne, puisque c'est le point commun de vous trois. Vous, c'est à Moret-Saint-Denis, et présidente d'une association qui s'appelle Femmes et Vins de Bourgogne. Tout à fait. Qu'on a créé en 2000 d'ailleurs, donc il y a 18 ans maintenant déjà. Et on essaie d'en savoir un peu plus sur cette association que vous nous ferez découvrir, parce que dans ce monde particulièrement macho, je le disais, c'est pas forcément très évident. Mais d'abord, je vous présente celle qui est à côté de vous, que vous connaissez vous, mais que vous, peut-être, vous ne connaissez pas, vous qui êtes avec nous. Alors attention, je me tourne vers la bonne caméra et on y va. Question pour un champion. Elle est où la caméra? Elle est là, voilà. Question pour un champion dans un milieu fortement masculin. Ludivine Griveaux, depuis 2015, vous vous êtes imposée en occupant un poste prestigieux, reconnu et respecté dans le monde entier. Vous êtes? Je suis le régisseur du domaine des Hospices de Beaune. On ne dit pas régisseuse? Moi, je dis régisseur, mais je laisse totale liberté à ceux qui veulent dire régisseuse. Ça consiste en quoi ce métier, régisseur des Hospices de Beaune? C'est un poste caméléon, multifacette. Je suis à la fois aux vignes, aux vinifications, et puis à la représentation du domaine à l'international et sur le plan communication aussi. Donc c'est un assez gros poste. Ouais. La vigne, c'est le dénominateur commun, on va en parler ce matin. On voit d'ailleurs une très belle photo. J'ai commencé par la météo. La météo, ça vous inspire forcément à toutes les trois parce que ça joue un rôle primordial, je n'ose dire vital. Qui veut répondre à cette première question sur la météo? Moi, je suis très contente de ne plus être obsédée par les bulletins météo maintenant que les vendanges sont faites. Ouais. Voilà, parce que c'est vrai que ça relève de l'obsession le reste de l'année. C'est juste un petit plaisir maintenant qu'on regarde la météo. Enfin, sans soleil, il n'y a pas de vin. Il faut un peu de tout, en fait, luminosité, soleil, et il faut aussi un peu de pluie parfois. Donc il faut juste un bon équilibre avant les vendanges de tout. Alors si on regarde un petit peu malgré tout la météo, si on fait un petit retour en arrière, on a eu un été 2018 particulièrement chaud, très peu arrosé. La sécheresse, c'est bien pour le vin ou pas? Bof. Alors on oublie quand même qu'on a eu un printemps très humide et très arrosé, ce qui a permis à la vigne d'être dans les starting blocks pour cette année. Et puis après, effectivement, on a eu un été très chaud, mais la vigne a surtout besoin de lumière plus que de chaleur, qu'on a eu aussi. Donc, alors c'est vrai que voilà, selon les endroits de la Bourgogne où on se trouve, du côté du Mâconnais par exemple, sur le sud bourguignon, pour vous Sophie? Beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur, beaucoup moins d'eau que sur la partie un peu plus au nord. Donc, mais comme l'a dit Ludivine, il y avait eu un printemps pluvieux. Donc la vigne, il y avait quand même des réserves souterraines, même si sur la fin, ça commençait à être compliqué. Alors là, on voit une photo avec donc des vignes sous le soleil. À l'inverse, parfois, on peut avoir un petit peu trop de pluie, voire d'autres éléments naturels qui se déchaînent. Je pense notamment au froid. On se souvient du Chablisien avec un épisode de grêle. On voit des grêlons. Ça, c'est dramatique pour la vigne. Ah oui, c'est déjà quand elle est problématique, quand elle est importante et forte, ça anéantit tout le travail que l'on mène aux vignes. Et puis, donc ça démoralise beaucoup. Et puis, ça abîme aussi la vigne pour les années futures. Donc, c'est vraiment une double peine. Virginie Topenot, la grêle, vous avez surveillé aussi? Oui, mais on a été quand même beaucoup, on a subi beaucoup de gel ces dernières années aussi en Côte-de-Beaune. Et puis en 2016, il y a eu un épisode de gel assez important partout en Bourgogne. Ce qui fait que 2017-2018, on est quand même très content d'avoir des belles quantités et qualités sur les 2 derniers millésimes parce que la Bourgogne en avait besoin fortement. Sophie, vous n'avez pas été touchée par l'épisode de grêle? Pas cette année ni l'année précédente, mais en 2016, oui, la moitié de la récolte perdue. Ouais. Alors comme l'a dit Ludivine, encore une fois, ça implique aussi un travail derrière, parce que la plante, elle est touchée, est fortement touchée. Avec des années de sécheresse derrière, c'est compliqué. Bon, il y a des moyens de lutte, mais moi j'avais une prof de Viti qui disait contre la grêle, il n'y a pas grand-chose à faire. Soit on s'assure, soit on prie. Donc voilà, c'est notre lot, C'est travailler avec la nature, c'est aussi accepter ce qu'elle sait nous donner comme cette année qui était superbe, et puis il y a des années où ça l'est moins. Il faut savoir l'accepter.
Oui, alors ce que je vous propose, c'est de rester avec nous toutes les trois. On va avoir l'occasion de découvrir ensemble cette association autour des femmes et du vin en Bourgogne, qui pourrait demain peut-être rayonner sur la région tout entière, en Bourgogne-Franche-Comté, pourquoi pas. Je suis sûr qu'il y a certainement des vigneronnes qui sont avec nous ce matin et qui voudraient en savoir un petit peu plus. En attendant, on va retourner à Étang-sur-Arroux, retrouver notre amie Amélie dans son EHPAD au Fourneau. Et visiblement, ça a l'air de bien se passer, Amélie. Bah oui, tout va bien, Pascal. J'arrive à un peu mieux m'exprimer. Ça y est, j'ai repris mes esprits. Je suis en pleine sauce au foin, Isabelle, c'est ça? Oui, c'est une sauce au foin. On a infusé le foin, là. Vous avez des nourritures bizarres ici à la maison de retraite sur Étang-sur-Arroux. La campagne, hein, c'est la campagne. Le foin, le vrai foin de la région. Et surtout, cette sauce, c'est la sauce que vous avez présentée pour mon Silver Fourchette. Avec évidemment mon coach Sylvain. Qui est derrière nous, voilà, les corvées de pommes. Qui m'a beaucoup aidé pour cette aventure. Donc c'est lui qui a eu l'idée de cette sauce au foin. Allez, on travaille en même temps. Et puis donc, on va la faire ensemble. Donc on va infuser le foin. On laisse infuser le foin. Moi, je vais faire revenir quelques échalotes. Isabelle, j'en profite pour vous poser plein d'autres questions. La Silver Fourchette, c'est une compétition de bien manger. Réservée aux maisons de retraite. Oui. 400 au départ. 400, oui. 400 chefs d'EHPAD. Et sur toute la France. À la finale à Paris. 11 à Paris, oui. Et vous, 4e? Je ne vais pas dire 4e, je veux dire que j'ai décroché une 4e place avec ma petite aide cuisine qui était à l'origine dans la maroquinerie, très minutieuse et qui a su montrer toute les qualités d'une cuisinière, puisqu'il faut évidemment être précis, il faut aimer son métier, il faut montrer qu'on veut faire plaisir. Non, mais là, vous me parlez de quelqu'un d'autre, Isabelle. Je redresse la barre. Isabelle, la fameuse sauce au foin, bien mangée, avec des produits locaux, c'est le quotidien ici. C'était pas juste pour la compétition. Non, parce que la devise de Maison de Famille, c'est chez vous, chez nous, vous êtes chez vous. Pas facile à dire ça. Voilà, non plus. Chez nous, vous êtes chez vous, donc il faut que les gens se rendent compte qu'ils sont encore chez eux. Donc pour être chez soi, il faut manger ce qu'on mange habituellement chez soi. Donc une sauce au foin, c'est vrai, c'est pas ordinaire, mais c'est très simple. Le foin, c'est de la région. Ouais. On infuse le foin. Une échalote, c'est du jardin. Ouais. Une fois le foin infusé, voilà. On a triché un peu. Hein, on a triché, oui, parce que voilà, le foin, il infuse 24 heures. Donc, il a une petite couleur bien marbrée. Donc, on va laisser bien revenir tout ça, bien bouillir tout ça. Avec les échalotes. Avec les échalotes. C'est important de bien manger, même à la maison de retraite. Bien sûr. Pourquoi? C'est leur moment de plaisir. Le repas? Le repas, le résident attend tous les jours son repas. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Que ça sente bon. Il faut que dans une maison de retraite, on ait des odeurs de cuisine. Mais on n'arrête pas de dire que les maisons de retraite, c'est triste, que c'est pas convivial, que le repas, c'est sous barquette et sous vide. Et chez vous, c'est comme ça tous les jours? C'est tous les jours. Tous les jours, on a un goûter maison, on a un apéritif une fois par mois. On a beaucoup de choses pour les mettre en appétit, pour les obliger à descendre en salle pour partager ce moment qui est pour eux privilégié. C'est le premier médicament en fait, le salon. Je pense que c'est une thérapie pour eux, la cuisine. Je veux dire, si les cuisiniers se sentent bien, si les cuisiniers dégagent leur bonne humeur, dégagent leur savoir-faire aux résidents, le résident a envie de descendre, pas rester en plateau. Je veux dire, voilà, c'est le bien-être. Il faut qu'on leur donne, qu'on leur fasse comprendre que notre amour du travail, c'est pour eux qu'on le fait. On est là pour eux, Et nos alors, résidents. Pascal, je l'arrête, vous n'avez pas l'odeur, mais là, il y a des tartes aux pralines qui viennent de sortir du four. Sylvain, il est en train de découper je sais pas quoi, mais je suis pas sûre qu'on va ramener l'équipe, même pour un vendredi. Ils ont l'air conquis, ils sont pas du tout pressés de rentrer aujourd'hui. Moi non plus d'ailleurs, parce que donc, je voudrais aller jusqu'au bout. Après, on va apprendre à faire le dessert? Si on veut, il n'y a pas de souci, Amélie. C'est quoi le dessert? Alors le dessert, on va faire une petite crème citron aujourd'hui, parce que évidemment, on a beaucoup de textures modifiées. Ah non, mais ça c'est pour après. Une petite crème citron pour tout à l'heure. Très bien.
Moi l'addition, hein. Entrée, plat, dessert à Étang-sur-Arroux dans une maison de retraite qui est un vrai restaurant et avoir vos yeux gourmands à toutes les trois, ça avait l'air de vous plaire. Sophie, Virginie et Ludivine, c'est vrai qu'un bon vin avec de bons mets, forcément, ça ne peut être que bien. Puis en plus, le matin, c'est l'idéal pour quand les papilles sont en éveil. C'est vrai, c'est vrai. Le cerveau aussi est en éveil ce matin, donc j'en profite à un peu plus de 10 heures pour vous dire que, mais ça vous le savez, le rôle de la femme évolue dans la société comme dans le monde du vin. Des femmes de vin se réunissent, s'organisent et montent, on va dire, la solidarité féminine, d'où cette association que vous avez montée et dont vous êtes la présidente. Et j'aimerais que vous m'en parliez un petit peu, Virginie Topenot, parce que je crois que sur vos frêles petits genoux, vous avez un objet qui a rapport avec cette association. Une écharpe qu'on a créée en fait, pour l'association que toutes les filles portent. Nous sommes 40 membres en fait. On en voit quelques-unes ici là. Tout à fait. C'est le logo en fait qui représente en fait un verre de vin. Et donc l'association a été créée en 2000 à l'initiative d'Anne Parent, qui est viticultrice à Pommard. Et on était 6 au départ, et on a passé une demi-journée à chercher le nom, et on a dit Femmes et vins de Bourgogne. Et maintenant, on est 40 de Chablis à Mâcon, en fait. On représente toutes les côtes viticoles. Et puis, c'est d'amener une autre image de la Bourgogne, un peu plus féminine, moins de clichés. Et puis, c'était important de se regrouper. Je dirais que quand les hommes sont ensemble, on n'a jamais dit tiens, il y a beaucoup d'hommes, et là maintenant c'est un moyen de se retrouver, de faire 4-5 réunions par an, pas trop parce qu'on a toutes nos obligations familiales, professionnelles à côté, mais juste assez pour qu'on se retrouve et qu'on ait du plaisir à se retrouver. Vous voyez, quand vous vous retrouvez, vous parlez de quoi ? De tout, mais aussi bien des hommes, des hommes aussi. On invite assez peu, mais on invite des hommes aussi de parfois. Non, pas du tout. C'est cliché, mais on parle de tout, de vin, de famille, de notre passion, de problèmes personnels, de plaisir aussi, de plein de choses. Hein. Pas que de vin, mais ça fait partie beaucoup de notre vie. Il y a au moins un dénominateur commun, c'est la passion du terroir. Oui, tout à fait. Oui. Ça, c'est sûr que c'est ancré dans nos gènes. Alors, il y a plusieurs profils. C'est pour ça que les trois, ce soir, on est là... Enfin, ce matin, pardon. Hein, vous savez que c'est 10h03, oui, non, on est vendredi. C'est pour ça que les semaines sont un peu longues en ce moment. Ouais. Donc, du coup, voilà, des profils très différents où moi, je travaille avec mon frère et on a un domaine familial depuis plus de 7 générations. Ludivine, qui travaille aux Hospices de Beaune, qui est régisseuse. Et puis, alors, Sophie, vous avez entendu, hein, on dit régisseur. Oui, hein. Sophie qui a créé son domaine. Donc, c'était 3 profils sur Mâcon. Donc, représenter un peu toute cette association. Et puis, on passe du moment. C'est vraiment un système de réseau, d'échange, d'entraide, et aussi bien technique que commercial que personnel, quoi. J'ai envie de vous montrer un autre exemple. On va partir à Givry, retrouver quelqu'un que vous connaissez peut-être. Elle s'appelle Juliette Joblot. Nous l'avons interviewée dans le cadre d'un documentaire que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur le net, sur la chaîne YouTube de France 3 et sur france3.fr. Pour Juliette, les débuts n'ont pas été un long fleuve tranquille. On va regarder cet extrait de ce documentaire qui s'appelle Les Héritières, un documentaire France 3, et puis nous revenons ensemble. Juliette Joblot est aujourd'hui la seule vigneronne à la tête d'un domaine sur les 40 vignerons de l'appellation Givry. Et si elle a fini par prendre ses marques, la reprise de l'exploitation familiale a été délicate. Ça s'est passé de manière compliquée avec justement ces 2 personnes avec qui j'étais, mon oncle et mon père, qui avaient une éducation très paysanne, très rustique. Hein, voilà, on n'a pas trop de place pour la sensiblerie, pour les sentiments, on dit pas ce qu'on pense, on communique peu. Donc c'est très brut, quoi. C'est une directive très brute. Et c'est peut-être féminin, c'est peut-être une nouvelle génération, mais on a besoin de communiquer les uns les autres. Et ça a mis du temps, ouais, ça a mis du temps. Aujourd'hui, je crois que c'est un peu apaisé entre tout le monde, c'est bien. Mais ça a mis 5 ans, quoi, à ce que ça se passe. À peu près bien. Qu'on arrête de se friter. Je pense que mon papa avait besoin d'avoir confiance. Il n'avait pas confiance, voilà. Peut-être pour ça que j'ai choisi un ami à l'époque qui était dans le vin. Je m'étais dit, s'il n'a pas confiance en moi, il aura peut-être confiance en lui. Voilà. Mais bon, rétrospectivement, ce n'était pas la solution. Aujourd'hui, voilà, j'ai un ami qui fait autre chose et c'est très bien comme ça. Ça me prouve à moi-même que c'est possible. Les Héritières, un documentaire sur la place des femmes dans le monde du vin. Je vous ai vu sourire toutes les 3, notamment quand elle parlait de galère, Julie. Eh bien, Juliette, elle exprime très clairement dans ce reportage une partie de nos difficultés. C'est prouvé tout le temps, encore un peu plus.
asseoir une légitimité et puis aussi battre un petit peu des idées reçues, mais au final qui finissent toujours par des happy end. La preuve, elle a finalement... Elle s'est octroyé la confiance de son père et de son oncle, mais c'est vrai que ce sont des passages un peu obligés, mais avec quelques méandres, c'est compliqué. Sophie Signy, je vous ai senti très attentive aussi sur ce documentaire. Je précise que vous faites du blanc, vous, aux alentours de Fuissé, 2 hectares pour quelques appellations. Il y a le Pouilly-Fuissé, il y a le Pouilly-Vinzel, le Saint-Véran, le Mâcon Village, le Mâcon Fuissé à consommer avec modération, évidemment. À l'inverse de vos paroles qu'on va boire maintenant, parce que vous, c'est de mère en fille, finalement, que s'est transmis le domaine. Racontez-moi, ça s'est passé comme ça? C'était galère ou pas? Alors, ça s'est pas passé tout à fait comme ça, parce que maman n'était pas vigneronne, mais avait hérité des vignes de mon grand-père. Donc, moi, je crois que la transmission, si elle se passe bien, c'est trop facile. Et c'est pas un métier où on fait des belles choses si c'est facile. Voilà. Donc, j'ai entendu avec intérêt ce qu'elle disait, mais je pense que dans toute entreprise, qu'elle soit celle qu'on gère, nous, ou dans d'autres domaines, il faut qu'il y ait un moment un conflit de génération pour passer à autre chose. Et c'est ça qui nous fait tous avancer, aussi bien ceux qui s'arrêtent que ceux qui vont continuer après. Donc, nous, on ne va pas dire que ça s'est passé dans la simplicité, parce qu'il y avait des circonstances particulières, mais ça s'est passé et ça continue à bien se passer maintenant. Parce que voilà, la confiance est arrivée, parce que l'assurance est arrivée aussi, du travail au quotidien, et voilà. Donc, une transmission, c'est jamais simple. Il faut y aller. Virginie Topenot, vous, la transmission s'est faite avec votre frère. Vous vous occupez d'un domaine qui est beaucoup plus large, 13 hectares, il y a 20 appellations, je n'ai pas toutes les données, on est dans le secteur de Moret-Saint-Denis, vous exploitez malgré tout le domaine familial. Ça s'est passé comment pour vous, la transmission? Disons que ma mère avait 3 sœurs. Grande dame de mon grand-père-mère, mais en fait 4 filles. Voilà, donc ça prouve une fille tous les ans. Il voulait vraiment un garçon, il n'a pas eu. Il y a quand même 2 filles qui ont repris le domaine sur les 4. Moi, mon frère est arrivé en premier 6 ans avant moi. Et puis juste, bon, mon père dit toujours, mais t'es pas un accident quand même. C'est-à-dire que mon frère était né, le nom Topenot était là. Mais ma mère, elle me dit, j'ai su qu'il avait fallu faire la grève du travail pour avoir un 2e enfant. Et je suis arrivée. Grève du travail. Non, mais c'est une petite anecdote, c'est une boutade. Mais je pense que voilà, c'était un milieu où on a un garçon, la transmission se fait, il y a le nom qui est transmis. Et voilà, et je suis arrivée 6 ans après, peut-être un peu ce côté... mais je suis... Et mon frère, on travaille ensemble. Et c'est vrai que mon père, je pense que je suis revenue avant mon frère, ce qui était bien d'un certain côté, parce qu'il y avait une attente que ça soit plus le garçon. Puis on travaille maintenant tous les 2 ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un côté encore très... c'était il y a 25 ans, quand je parle de ça, il y a 20 ans. Maintenant, ça évolue encore, mais il y a encore du travail. Et je dis, on est complémentaires, on n'est pas en rivalité. On a une sensibilité très différente les uns les autres. Et il faut qu'on travaille en complémentarité. On fait des belles choses si on travaille ensemble et pas l'un contre l'autre. Ça veut dire que pour arriver aux places qui sont les vôtres aujourd'hui, vous avez dû finalement vous battre un petit peu plus que les hommes? On a entendu des choses. Quand on a créé notre association, le MLF du vin se crée. On a eu... Voilà, maintenant, il faut quand même rester... Oui, mais c'est comme dans tous les métiers. Je pense une femme qui est chauffeur routier, il faut qu'elle prouve plus. Enfin, voilà, dans des métiers qui sont très, très masculins, même dans la médecine, enfin, voilà, à un moment donné, il faut, à équivalence égale, prouver un peu plus quand on est une femme. Mais une fois qu'on l'a prouvé, je pense que c'est parfois plus facile. En tout cas, on bouscule quelques habitudes et pas mal d'idées reçues, notamment dans le documentaire. Là, on n'en a vu qu'un tout petit extrait, il est beaucoup plus long. Moi, je vous conseille d'aller le voir sur YouTube. J'ai été faire un petit tour, ça vaut vraiment le coup sur la chaîne de France 3 ou sur la plateforme en replay. On apprend plein de choses et on découvre beaucoup d'autres domaines. Parce que là, on a vu Juliette Joblot, au domaine du domaine Joblot, mais il y avait Alexandrine Roy, que vous connaissez peut-être, à Gevrey-Chambertin. C'est ça. Il y a Becky Wasserman, qui représente les plus grands domaines des États-Unis. Enfin, il y en a beaucoup d'autres, j'en oublie certainement. Il y en a une 40aine, on a vu des photos tout à l'heure. On va en reparler ensemble. Puis j'aimerais aussi qu'on s'intéresse un petit peu à d'autres choses, qu'on parle aussi de l'aspect festif, les vendanges par exemple. Vous nous avez amené aussi des objets devant vous. On va savoir enfin de quoi il s'agit. Mais d'abord, nous repartons à l'Étang-sur-Arroux, où visiblement la maison de retraite a beaucoup de chance parce qu'elle dispose d'un vrai restaurant avec, alors on va dire, une vraie chef. C'est le moins qu'on puisse dire, Amélie. Non, on ne touche pas, c'est interdit. Je suis obligée de reprendre Jean-Philippe, il est très gourmand. Oui. C'est une torture pour notre équipe, Isabelle, ce matin.
On est passé au dessert. On est passé au dessert. C'est quoi? Oui, c'est une petite crème citron. Donc on a fait une crème citron pour que, évidemment, tous les résidents, nos résidents, texture modifiée ou texture normale, puissent profiter du même dessert. Donc il suffit de zester des citrons. Zester des citrons, voilà, je m'y mets. C'est très simple. On zeste les citrons. Vous devez quand même adapter vos repas au régime alimentaire des personnes, etc. Personne n'est puni, n'aura pas le droit au dessert. On ne veut pas défavoriser les textures modifiées. On veut qu'ils aient exactement la même assiette, le même dessert que chaque personne. Si une texture modifiée est à table avec 4 textures normales, je veux dire, elle doit avoir le même dessert que sa voisine de table. Et voilà, pour nous, c'est un bien-être pour le résident de manger pareil, alors que l'alimentation est différente. Je vous laisse continuer oui. Le zeste. Moi, j'en profite pour discuter avec Catherine. Bonjour Catherine Mange-Matin. Bonjour Amélie. Vous êtes la directrice de cet établissement. Oui. Depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Voilà. Isabelle est là depuis 25 ans. Elle est arrivée avec la cuisine, vous m'avez dit. Tout à fait. Elle est arrivée avec la cuisine et c'est avec plaisir qu'on travaille ensemble et qu'on partage ce moment fort des résidents qui est le moment du déjeuner, du dîner et du goûter. Voilà. On l'a vu, il y a un programme d'animation, de sportifs, il y a plein de choses dans cette maison de retraite, mais la cuisine, c'est quand même un pôle central. Vous avez un vrai salon, une vraie salle de restaurant. Voilà, on a un restaurant et c'est toujours un moment fort, la restauration. Après, c'est vrai qu'on a plein d'autres moments qui sont forts aussi. On a des animations avec une éducatrice à pas, on a du thérapeutique pour que tout le monde retrouve quelque chose qui leur plaît et qui soit bien. Vraiment, un accompagnement dans le bien-être, dans la sécurité et que chacun trouve, qui soit, comme l'a dit tout à l'heure Isabelle, chez nous, vous êtes chez vous. Voilà, qui retrouve l'envie de la maison. C'est pas fin ça. On n'arrête pas de dire en ce moment que les maisons de retraite, ce sont des mouroirs, que ce sont des endroits pagais, etc. Vous êtes un peu en colère après ça, parce que c'est pas comme ça partout. Tout à fait, c'est pas comme ça partout. Et on est une équipe, nous, de 60 salariés qui accompagne 80 résidents au quotidien. Et voilà, je suis fière de travailler à Maison de Famille. Je suis fière aussi d'accompagner les résidents parce qu'on fait attention à eux, à leur rythme de vie, à leurs envies. Isabelle, on est un exemple sur la cuisine, mais on n'a pas que la cuisine. On a les réadaptations, on a le soin, l'hygiène, le plaisir, voilà. Et non, on fait attention aux résidents. Et c'est bien de venir en EHPAD. On est bien en EHPAD. On vieillit bien. Eh bien, dis donc, Catherine, elle donne envie. Et on va terminer avec Isabelle. Isabelle, oui. Les résidents, vous les faites participer de temps en temps? Ah, bien sûr, on leur fait des animations cuisine avec eux, entre autres pour des petits... leur montrer que tout ce qu'on fait est maison, que tout ce qu'on fait est issu de leur jardin. Aujourd'hui, on va essayer de leur faire un potage, un velouté de potimarron par exemple, où il y a la dextérité pour éplucher le potimarron. C'est assez particulier d'éplucher un potimarron. Donc je veux montrer qu'un résident est capable d'éplucher un potimarron comme tout le monde, parce que ça fait partie de la vie de tous les jours. Même, voilà quoi. On l'a vu tout à l'heure, ceux qui sont arrivés dans la salle, le matin, on s'embrasse, on échange, tout le monde se connaît ici. Oui. Oui, tout le monde se connaît. C'est notre famille. C'est pour ça qu'on s'appelle Maison de Famille. Bon, vous avez bien choisi le nom. Le nom. On se retrouve en salle tout à l'heure. J'ai cours de potimarron, Pascal. D'accord. Ça donne envie en tout cas. On est entre Lusy et Autun, à Étang-sur-Arroux, dans cette EHPAD. On aurait presque envie de réserver pendant quelques années quand même. Hein, on n'est pas tout à fait pressé. Bon, les princesses qui sont avec moi ce matin, si vous nous prenez en cours de route, ont un point commun. Elles travaillent toutes dans le monde du vin. Et je vous avais demandé de venir avec des objets qui symbolisent pour vous quelque chose. Je vais commencer avec vous, Ludivine Griveau, régisseur des Hospices de Beaune, s'il vous plaît. Montrez-moi ce que vous m'avez emmené là. Alors, je vous ai emmené, pardon pour mes mains qui sont vraiment peu présentables, mais elles sont tachées de vin de cette année. Je vous ai emmené un Saint-Vincent. Le patron des vignerons, le saint que l'on invoque pour à peu près toutes les bonnes raisons, qu'on fête fin janvier. Cette année d'ailleurs, ça sera à Vézelay, je crois. Et voilà, c'est quelque chose que l'on... J'allais le montrer. Ouais. Hop, je passe devant tout le monde. Tac. Et je l'ai depuis très longtemps, j'y tiens beaucoup. On parlait de la météo tout à l'heure, donc que ce soit pour la météo, les vendanges, la vinification...
Voilà, la vente des vins pour que tout se passe bien. Moi, je le sollicite beaucoup, donc je suis contente de lui rendre hommage. J'espère qu'il m'entendra. Vous l'avez amené avec vous comme porte-bonheur aussi aujourd'hui. C'est ça, c'est un petit peu fétichiste, mais c'est comme ça. Ça va, tout se passe bien? Ça va. Vous restez encore? Ça tombe bien, il nous reste une bonne vingtaine de minutes. Tant mieux, tant mieux. Virginie Topono, que nous avez-vous amené, s'il vous plaît? Après la récolte et tout ça, en fait, à la fin, le produit, c'est quand même le vin d'ouvrir une bouteille. Donc, j'ai amené un tire-bouchon qui a classique. Vraiment tire-bouchon classique. Oui, mais qui a un bilame. Alors souvent, les clients me disent « Ah, je connais pas ». En fait, voilà. Donc, ça permet, surtout sur des bouteilles plus anciennes, on ouvre en fait comme ça, droite-gauche, et on tire le bouchon. Et ce qui fait qu'il n'y a pas de... on ne rentre pas une lame dans le bouchon et il n'y a pas de petits morceaux de bouchon qui vont dans la bouteille. Donc, c'est intéressant surtout Montrez-moi ça, parce qu'on ne voit rien. Hop là, sur des vieilles bouteilles, en fait. Ouais. Je vais vous le montrer comme ça, voilà. Hop, je claque. Donc, ça on appelle un bilame. Alors on se tâche la chemise. Hein. Là aujourd'hui, vous pourriez peut-être pas ouvrir une bouteille. Parce que... vous avez remarqué que j'ai mis le costume. Je ne mets jamais le costume. Je me suis dit qu'ils vont venir toutes les trois en robe de princesse, donc j'ai mis le costume. Hein. C'est pour ça. Non, c'est très joli ça. Ouais. Merci, c'est un beau cadeau. Non, je vous le rends. Mais je vous le rends. Voilà. Donc l'autre, c'est un tire-bouchon classique. Hein. Très bien. Et pour vous, Sophie, s'il vous plaît? Alors moi, j'ai cherché un objet qui faisait le lien entre la vigne et la cave. Alors j'avais pensé au sécateur et voilà, le sécateur il n'a rien à faire dans la cave, donc j'ai amené une pipette et puis la lampe, parce que faire les pleins des tonneaux des pièces sans sa lampe c'est pas possible. On va les et voir la pipette c'est indispensable pour aller voir ce qu'il y a dans les fûts, pour aller y goûter, pour les emmener aux analyses, pour voilà, tout au long de l'année, c'est un objet qui sert tout le temps dans la cave. Donc voilà, la pipette et la lampe. De très beaux objets que vous nous avez amenés là, hein. C'est très très gentil à vous. On voit quelques photos là actuellement, on voit des mains de vendangeurs, vous le disiez tout à l'heure, les vendanges sont terminées. Elles se sont passées comment ces vendanges 2018? Allez, je vais commencer avec vous Sophie. Très bien, très bien. Millésime compliqué au départ avec ce printemps pluvieux qu'on a évoqué tout à l'heure et puis cet été très sec et très chaud, donc on a toujours des craintes quand il fait chaud, notamment sur les vins blancs, où on a tendance à perdre pas mal d'acidité, etc. On était inquiet. Puis dès qu'il fait chaud, on a aussi des pertes de volume. On a des vinifications plus compliquées derrière. Puis en fin de compte, on a fait une très jolie récolte, alors aussi bien en quantité qu'en qualité. Et on est tous un peu surpris par la quantité d'ailleurs. Et je parle du Mâconnais, hein, évidemment. Mais je crois que c'est le cas dans toute la Bourgogne. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Virginie l'a dit tout à l'heure, on est content... Voilà, après des années difficiles, en manque de volume, avec des qualités qui étaient très très bonnes, mais vraiment des quantités limitées. On est content de faire le plein, la Bourgogne en a besoin, et puis on en a tous besoin individuellement sur nos exploitations, donc voilà, des belles vendanges. Virginie, on parle de belles vendanges. Je crois que cette photo a été prise dans votre domaine, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais ils se sont plaints un peu cette année parce qu'il faisait parfois 31 degrés dans les vignes. Les vendangeurs se sont plaints. Oui, les vendangeurs. Mais en fait, je leur ai dit, si revenez une autre année où il pleut un peu, vous verrez que c'est quand même plus sympa quand il fait 30 degrés. Donc ils ont bu beaucoup d'eau cette année dans les vignes. Et c'était des chouettes vendanges au niveau... il n'y a pas eu une goutte de pluie. Voilà, c'était magnifique. Ça n'a pas l'air de se passer trop... c'est la pause, en fait. Trop mal chez vous. Racontez-moi comment ça se passe, non, les vendanges dans un domaine comme le vôtre. Comme je pense dans beaucoup de domaines, il y a une culture, il y a beaucoup de nationalités, en fait. On a des Africains, on a des Polonais, on a des Européens, on a de tout. Et ce qui fait qu'en fait, avec des cultures différentes, mais en final, il y a une belle cohésion qui se crée et je trouve que c'est super chouette. C'est vraiment des beaux moments. Yves Griveau, quand on est régisseur des hospices de Beaune, on surveille aussi les vendangeurs ou alors ça vous passe bien au-dessus? Ah non, surtout pas, au contraire, parce que c'est quand même à eux que l'on confie la dernière étape, celle qui finalise tout ce qu'on a mené auparavant. Donc on leur témoigne beaucoup de confiance et du coup, c'est des gens que l'on n'hésite pas à impliquer, à qui on explique beaucoup l'importance que chaque geste aura sur le produit final, parce que ça en aura un. Et du coup, on est aussi dans une atmosphère très, très conviviale, très joviale, parce que c'est l'aboutissement de tout un cycle. Et puis, c'est le début d'un autre, celui du vin. Bien sûr. Mais on a tellement travaillé dur aux vignes, cette année n'a pas été quand même sans repos, pardon. Et du coup, voilà, on chouchoute un petit peu nos vendangeurs. On a eu en plus sur la région un peu de mal à recruter au début, parce que les vendanges étaient un peu tôt. Donc, les gens avaient tout juste fini leur congé d'été. Donc, reposer des congés pour venir vendanger, ça a quand même posé un problème de main-d'œuvre au départ.
Et puis finalement, je crois que chaque pied de vigne a été vendangé, donc on a bien trouvé les bras et les mains qu'il fallait. Mais merci aux vendangeurs en tout cas. C'est quand même grâce à eux aussi qu'on fait la suite. Je reviens un petit peu sur l'ambiance de ces vendanges qui sont toujours assez particulières. On entend souvent dire, quand on n'est pas de Bourgogne, oh, chouette, je viens en Bourgogne faire les vendanges parce qu'on fait la fête. Alors la fête, ça se passe comment dans les vendanges? Par exemple chez vous, Sophie, parce que je vous vois sourire depuis tout à l'heure. Je suis sûr que vous avez des anecdotes. Vous pouvez nous les donner? Il est 10h21 du matin, hein, contrairement à ce que croit depuis tout à l'heure Virginie. Encore en vendange. Des anecdotes, il y en aurait tellement à raconter, mais pour les résumer... c'est une période où les gens qui travaillent dans les vignes, les vendangeurs, c'est difficile de vendanger. Il fait chaud, alors il peut pleuvoir, mais enfin on est quand même plutôt sur des... Il fait chaud, c'est un travail qui sollicite énormément le dos, voilà, c'est un travail d'équipe. Donc il y a toujours un guéluron au milieu qui raconte des âneries, etc. Il y a plein de choses Enfin, on pourrait vous en raconter, je pense, voilà. Mais c'est une histoire de solidarité aussi. Voilà, il y a des gens qui galèrent pour finir un rang des fois parce qu'ils sont moins bien. Donc les autres les aident. Enfin voilà, c'est tout ça. C'est une période où personne n'a de phare sur le visage. Donc on est soi-même pendant les vendanges. C'est ça qui fait l'ambiance des vendanges. Et puis la deuxième chose, c'est ce qu'a dit Ludivine, c'est la fin d'un cycle, celui de la vigne, et c'est le début du cycle de la cave. Donc c'est vraiment une période de transition pour revenir à la transition. Donc c'est aussi ça qui fait la joie des vendanges. Ouais. Et puis la période aussi, je pense. On est content de mettre nos raisins à l'abri. Ouais, voilà. Aussi, on est content de finir. La météo, on s'en fiche. Tiens, moi, j'ai entendu un mot qui m'a éveillé une question auquel vous répondrez juste après que nous ayons rejoint Amélie. On n'a pas tous forcément la chance d'avoir une cave comme vous en possédez, évidemment. Comment conserve-t-on le mieux possible le vin? Ce sera la question pour vous d'ici, 3 minutes, le temps de passer 180 secondes de bonheur avec celle qui a gagné le concours de la Silver Fourchette, un concours qui met en avant l'alimentation santé et plaisir pour les seniors. C'est pas vous, Amélie, mais c'est la chef qui est à côté de vous, à Étang-sur-Arroux, dans cet EHPAD merveilleux où on a tous envie d'aller. Amélie. Mais regardez, Pascal, tout le monde se met les mains à la pâte ici. On est en plein atelier, là, vous vous embauchez, vous résidents. Oui, je veux montrer... à toutes ces dames qui ont de la difficulté à éplucher un potimarron, que c'est très simple, même nos résidents savent éplucher un potimarron. Voilà, il faut une certaine technique, en effet. Il faut poser le potimarron à plat, n'est-ce pas, Madame Joyeux? Voilà, et on épluche le potimarron, et voilà. Les ateliers comme ça, où ils participent, le choix des menus, des repas, c'est régulier ici? On a une commission menu tous les trimestres pour que les gens s'expriment. Qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui n'était pas bon, qu'est-ce qu'ils n'ont pas apprécié, qu'est-ce qu'ils aimeraient manger. On a des traditions, évidemment, dans la région, avec des menus à thème tous les mois. On leur fait découvrir aussi un apéritif une fois par mois aussi, où ils peuvent découvrir des apéritifs très variés, très différents, avec nos seconds, mon second, Sylvain, qui fait beaucoup de choses. Et ces dames, elles sont tellement motivées que là, elles épluchent le potimarron, mais elles vous ont aussi accompagné à Paris à la finale. Ah oui. Vous aviez votre équipe de soutien. Ah, tout à fait. Je ne vais pas dire que c'était vos fans? Mes fans, voilà, oui. Elles m'ont accompagnée, elles m'ont soutenue tout au long, faire le voyage d'Étang à Paris pendant 3 heures de route, 3h30 de route. Grosse journée pour elles, mais bons souvenirs. Oui, elles en parlent toujours, moi aussi j'en parle toujours. Elles m'ont impressionnée, elles m'ont aidée moralement. Soutenue moralement. Soutenue, oui, parce que je savais qu'elles étaient là, je savais que je pouvais compter sur elles, et puis encore aujourd'hui. Mais on va demander à Madame Joyeux. Pas de souci. Vous reculez un petit peu. Madame Joyeux, je viens vous embêter, vous avez le droit de faire une pause comme ça. Oui, très bien. Madame Joyeux, vous êtes allée à Paris avec Isabelle pour le concours? Exactement. Et comment ça s'est passé? Pour moi, très, très bien. C'est long d'aller jusqu'à Paris. Oui, mais nous avions quand même un bus confortable. Et du coup, comment... Il y avait beaucoup de concurrentes, elles étaient encore 11. Comment vous l'avez trouvée, Isabelle? Mais Isabelle était très active avec ses 2 petites jeunes aides. Oui. Et vous pensez qu'elle aurait dû gagner? C'est-à-dire, oui. Qu'est-ce qu'elle avait proposé à manger? Vous vous rappelez? Non, pas exactement, non. Mais ça veut dire que c'est toujours bon ce qu'elle vous fait à manger? Ah oui. Qu'est-ce que vous préférez, vous? Les desserts, les entrées? Oh, moi j'aime bien le plat. Le plat de résistance, j'aime bien. Vous avez un vrai restaurant ici? Oui. Et ça, c'est agréable de sortir de sa chambre pour venir au restaurant? Oh, pour moi, oui, certainement.
Et vous mangez avec vos amies résidentes, etc. C'est un moment sympathique. Oui, nous avons des résidentes. Depuis que je suis là, c'est toujours à peu près les mêmes résidents. Et c'est un plaisir de venir partager le repas? Vous aimez ça, manger? Oui. Oui? Oui. Vous savez que ça sent très bon déjà en cuisine aujourd'hui. Ah oui, les odeurs. Hein. Ouais. Et Isabelle, vous avez l'air de bien la connaître, j'ai vu. Elle vient souvent discuter avec vous? Ah oui, moi j'aime bien Isabelle. Pourquoi? Eh bien, elle est sympathique tout d'abord, très agréable. Elle parle gentiment. Et puis elle vous fait éplucher les potimarrons pourtant. Voilà, pour la soupe. Vous faisiez ça chez vous avant? Oh oui, j'ai fait beaucoup de cuisine, beaucoup de pâtisserie. Donc ça rappelle un peu comme à la maison? Exactement. Merci Madame Joyeux. Eh bien, avec plaisir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, nous, on va terminer. Je vais aider Madame Joyeux à faire le potimarron. Et puis, je pense qu'on va rester encore un petit moment parce qu'on est bien ici. Moi, je trouve qu'elle est top, Madame Joyeux. Je ne sais pas ce que vous en pensez toutes les trois. Franchement, on était scotchés, là. Vraiment, on voudrait vieillir comme ça, dans cette EHPAD, en tout cas, où se trouve ce fabuleux restaurant et cette chef qui a gagné la Silver Fourchette. On en reparlera dans le journal de midi tout à l'heure, à Étang-sur-Arroux, en Bourgogne et en Franche-Comté. Étangeois, étangeoises, nous sommes chez vous ce matin et nous sommes aussi avec vous, toutes les trois, pour parler des femmes, forcément, et du vin de Bourgogne-Franche-Comté. Et avec cette association dont vous êtes la présidente, l'association Femmes et Vins de Bourgogne, Virginie Toponneau. Et cette question que je vous posais tout à l'heure, vous avez eu 4 minutes pour y réfléchir. On n'a pas tous une cave. Comment conserver le mieux possible, finalement, nos précieux nectars? C'est que les bouteilles soient couchées, qu'elles soient cachées, enfin qu'elles soient dans le noir. Et puis, il ne faut pas trop qu'il y ait de variation de température, en fait, entre l'hiver et l'été. Donc, je dirais qu'il vaut mieux presque, si on n'a pas la possibilité d'avoir une cave, que les bouteilles soient stockées à 16-17 degrés, qu'elles soient stockées entre 8 degrés et 22 degrés l'été, quoi. L'idéal étant d'une température à 13 degrés. Après, il y a des petites caves, des sans citer de marque, il y a des petites caves qu'on peut mettre individuellement chez soi, qui sont plutôt bien pour conserver le vin. Et toujours couché, ça c'est sûr. Et à l'abri de la lumière. Et à l'abri de la lumière. Avec une température constante, mais on évite les variations de température. Tout à fait, voilà. L'idéal, c'est... Et si une cave est trop humide, on met des petits graviers pour absorber l'humidité. Enfin voilà, il y a des petites techniques. Puis les bouteilles, si elles sont trop humides, il faut mettre du papier cellophane autour pour qu'on garde l'étiquette quand même autour. Enfin voilà, il y a des petites choses. Oui, puis il y a des petites choses aussi pour faire en sorte que le bouchon ne moisisse pas. On voit quelques bouchons là, ici, sur cette photo. Je vous propose de reparler un petit peu de bouchons d'ici quelques minutes. Le temps peut-être d'aller retrouver à 10h28 Franck Ménestré, qui est avec nous en duplex depuis Besançon, pour nous donner un petit avant-goût finalement du programme de la semaine prochaine, puisqu'à l'image d'Amélie, vous allez nous balader un peu partout dans la région avec l'équipe de C'est votre tour. Bonjour Franck. Bonjour Pascal. Alors lundi, j'ai l'impression qu'on ne va pas très très loin finalement de nos vignes, Sophie, Ludivine et Virginie, puisqu'on va tout savoir sur le Bourgogne, c'est ça, et sur le Bourgogne de Longwy, mais attention, version Cassis. Version Cassis, c'est bien ça. On va vous parler de la crème de Cassis de Dijon. Voilà, vraiment une spécialité locale. Pour info, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ça a été inventé en 1841 par Auguste Leger-Lagoutte. Il y a aujourd'hui 4 grands licoristes sur Dijon, Leger-Lagoutte, l'héritier Guyot, Gabriel Bourdier et Claire et Vincent Briotet, qui vont nous accueillir donc dans leur établissement ce lundi pour nous faire découvrir tout leur savoir-faire, toute leur passion autour de la crème de Cassis de Dijon, avec un processus de fabrication à l'ancienne, hein. Jamais d'industrialisation, mais toujours une macération dans de l'alcool neutre avec un petit peu d'eau et puis du sucrage à froid avec une production locale évidemment de ce fameux noir de Bourgogne. Un petit blanc Cassis, dites-moi Sophie, c'est pas mal ça avec un petit blanc de Fussé à consommer avec modération, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh non, mettez pas du Cassis dans du Fussé. Il faut un Cassis de base pour faire le blanc Cassis, Virginie. Et normalement c'est avec un aligoté. Le vrai kir, c'est l'aligoté. Le vrai Franck Ménestré est avec nous et on continue le programme de la semaine. Mardi, direction une gare, la gare SNCF de Dijon pour l'opération Chef en gare. Qu'est-ce que c'est, Franck ?
Et voilà, toujours dans le cadre de cette semaine du goût, on vous fait parcourir un petit peu la région avec toutes les manifestations. Et donc l'opération Chef de Gare, c'est une opération mise en place par la SNCF pour rendre ce lieu, la gare, le parvis de la gare, comme un lieu de convivialité, d'échange et de partage. Alors il y aura sur le parvis tout un nombre de producteurs locaux qui viendront présenter leur production aux passagers, aux voyageurs qui descendront du train. Et puis il y aura aussi un grand chef, Jean-Michel Carrette. Il a son restaurant à Tournu. Il est connu pour sa créativité. Il viendra faire des petites démonstrations de cuisine. Il préparera notamment en public, écoutez-moi ça, des tortellini au verre d'escargot de Bourgogne, du tataki de bœuf charolais et de la poire pochée à l'estragon avec capsule de meringue. Rien que ça. Bon, je vous fais une petite confidence, il y aura au moins Ludivine Griveaux sur le parvis de la gare SNCF à Dijon, parce que je vous vois vraiment hocher la tête. Oui, puis en plus je connais bien Jean-Michel Carrette, c'est un ami d'enfance, on est originaire de la même ville, parce que je suis originaire de Tournu. Donc voilà, je suis très contente qu'il soit à Dijon mardi. Allez, nous on fait de la télé en famille, vous l'avez compris. Hein. Ce matin, la grande famille Bourgogne-Franche-Comté. Et on essaie de se nourrir, de mieux se nourrir avec quelqu'un qui relève le défi. En Haute-Saône, vous nous amenez à Recologne-les-Raies, c'est ça Franck ? À Recologne-les-Raies, quelques kilomètres du village de Raies-sur-Saône, hein, avec son grand château que vous connaissez peut-être. À Recologne-les-Raies pour découvrir Christine Spohn. Christine Spohn, c'est une personnalité haute en couleur. Elle a toujours le sourire, toujours la pêche. Et pour cause, c'est sûrement parce qu'elle a une saine alimentation. Christine, elle se nourrit toute l'année grâce à la production de son jardin. Alors, elle va nous faire découvrir comment préparer des orties, des châtaignes, des fleurs comestibles. Voilà, on va y avoir 3 ateliers, hein. Cueillette, préparation, cuisine, dégustation. On va voir ce que ça donne et apparemment, c'est plutôt bien. C'est pas mal aussi le petit village médiéval de Font-de-Raymond, pour ceux qui connaissent. Vous y serez, si je ne me trompe pas, jeudi, et précisément dans un endroit assez surprenant pour nous inviter au restaurant. Ben oui, Fondrement, en Haute-Saône, petite cité comtoise de caractère avec le château, le donjon du XIe siècle et puis son église classée. Alors pourquoi je vous parle de l'église alors qu'on est censé parler cuisine? Parce que devinez qui a les clés d'église? Eh bien c'est le chef, c'est Ali Chekaf. Il a le restaurant L'Amphitryon juste à côté de l'église et pour cause son restaurant, ce n'est ni plus ni moins que le presbytère de l'église. Alors, il fait visiter l'église pour les marcheurs de Compostelle. Ils viennent ensuite déjeuner chez lui et lui produit des repas à partir de filières courtes, 100% maison. Si vous mangez par exemple du cendre chez Ali, c'est que le cendre il a été pêché le matin même par les pêcheurs du coin. Franck, une dernière info en 20 secondes. Cette fois-ci, c'est dans le Doubs. On va parler de Thuillier précisément. Eh oui, le Thuillier de Mézendan précisément, un Thuillier donc, qui a été construit en 1994 pour le premier. On y fume les saucisses, Morteau, Montbéliard traditionnellement. Mais il y a une grande nouveauté au Thuillier de Mézendan, c'est que depuis 4 mois, ils se sont mis à fabriquer du pain bio avec un four monumental qu'on vous fera découvrir avec plaisir vendredi la semaine prochaine. Merci Franck, bonne semaine du lundi au vendredi. Voilà, sachez-le mesdames, on se balade en Bourgogne-Franche-Comté avec France 3, avec notre petit camion, nos caméras, nos équipes techniques, c'est toujours des prouesses au quotidien, c'est jamais facile. Je salue tous nos globetrotters, Amélie, Clément, Fabienne, Florence et Franck, donc, qui sera avec nous la semaine prochaine. Juste avant de vous saluer, tout à l'heure on a vu une image de bouchon de liège. Le liège, c'est toujours le dénominateur commun de nos vins bourguignons, Sophie, Virginie et Ludivine. Ah oui, c'est ce qui fait ce doux bruit quand on ouvre la bouteille, donc le pop du bouchon nous est cher. C'est aussi un gage de qualité, parce que nos grands vins sont en général bouchés avec de grands bouchons et de beaux bouchons. Le marché de l'obturation de la bouteille, c'est quelque chose qui évolue. Différentes méthodes sont désormais utilisées. Du coup, le liège qui revient un petit peu en force nous permet d'assurer nos conservations. Merci pour ces précisions, Madame la régisseure des Hospices de Beaune, Ludivine Griveaux. On vous retrouvera évidemment le 18 novembre, le dimanche 18 novembre pour la vente des vins des Hospices de Beaune, à vivre sur vos écrans connectés avec en prime les 2 jours précédents les festivités, plein de choses autour de cet événement mondial. Hein. C'est une belle voilà, fête, on ne va pas faire le catalogue, mais ça va être très grand. Merci Ludivine de vous être arrêtée quelques minutes. Merci aussi à vous Virginie Topenot avec cette association qui demain peut-être rayonnera aussi en Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté, maintenant c'est la grande région. Mais la Femmes et Vins de Bourgogne adhère à une association Femmes de Vin qui est une association nationale qui regroupe une 12aine d'associations en France. Donc voilà, le cercle des femmes de vin. Et je précise que vous recevez régulièrement aussi des jeunes pour la transmission. Je sais que ce n'est pas forcément évident, mais c'est aussi un de vos chevals de bataille. On n'a plus le temps d'en parler parce qu'il me reste 30 secondes pour vous remercier les yeux dans les yeux. Merci à vous été avec nous mettre à l'honneur. Virginie Topenot et encore une fois, l'association Femmes et Vins de Bourgogne.
Bourgogne-Franche-Comté, pourquoi pas. Bien noter sur le net et vous aurez toutes les infos. Merci Sophie Vigneronne, Sophie Siner. On dit Siner ou Ciné d'ailleurs? Signé, ben voilà, comme ça. Elle est pour moi, celle-là, on va dire que c'est vendredi. Merci en tout cas à toutes les trois d'avoir été avec nous ce matin. Nous, on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Et lundi, on parlera notamment viager. Bon week-end.